Salut l'équipe. Alors on se retrouve un petit peu en direct. Donc hier j'ai fait mon premier live Twitch et en fait j'ai expliqué pendant la première partie du live, pendant une trentaine de minutes, pas mal de choses sur les matchs qui se sont passés en Ligue 1. On a fait un peu une review, un bilan. Mais j'ai oublié d'activer l'enregistrement, donc j'ai pas le rush. Je devais le publier sur YouTube. Du coup, on va le faire là. On va le faire là en direct ensemble. Donc, vous voyez un petit peu l'overlay de ma chaîne Twitch, etc. On va aller regarder ça. Donc, voilà, but de la vidéo. Revenir un peu sur les 3 premiers matchs de Ligue 1. Enfin, sur les équipes de Ligue 1. Voilà, le classement, quelle équipe a surperformé. On va aller voir le pressing. On va aller voir pas mal de choses, les duels, etc. On fait un petit peu le tour d'horizon là de ces 3 premiers matchs. Donc, c'est une réalité à un instant T, évidemment. Toutes les équipes n'ont pas affronté, n'ont pas fait face à la même difficulté dans leurs adversaires. C'est que 3 matchs. Si on veut vraiment de la pertinence, il faut au moins 10 matchs. Mais voilà, c'est vraiment histoire de se faire un premier avis rapidement, voir les lignes directrices, etc. Donc, on va aller ensemble voir un petit peu ça sur différents sites. Donc, hop. Donc, on se retrouve tout d'abord sur Understat. Alors, Understat, c'est un site qui n'est pas forcément ultra référencé comme Opta, comme Wisecout, etc. Mais c'est toujours sympa et ça peut être utile. Et en fait, là, on va s'en servir notamment pour voir quelles équipes ont sous- ou surperformé. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas. Là, en fait, on a le classement de Ligue 1 et donc le classement réel. Et si on appuie là, on a ce qu'on appelle le classement aux expected points. Alors, qu'est-ce que c'est les expected points pour vous le vulgariser pour faire simple? Pendant un match, un match de football, une partie, les équipes vont se créer des occasions. Et en fait, les expected points, c'est à la fin du match, à partir des occasions que les équipes se sont créées et ont subies, va y avoir une sorte de système qui va rejouer 1000 fois le match à partir de ça, et en fait définir le nombre de fois que l'équipe 1 aurait gagné, le nombre de fois que l'équipe B aurait gagné, et du coup le nombre de matchs nuls. Je vais vous montrer ça plus concrètement juste après. À partir de ça, donc c'est vraiment sur la base pure des occasions que les équipes se sont créées, etc., pour essayer d'enlever le plus possible le facteur de réussite individuelle. Donc là, vous voyez par exemple que Lens est 5e sur le classement réel, mais qui sont 2e au expected points. Quand on regarde, donc là, ce sont les occasions qu'ils se sont procurées. Donc en gros, avec les occasions qu'ils se sont procurées, ils auraient dû marquer environ 7 buts, 6,97, bon voilà, c'est des mathématiques. Et en réalité, ils en ont marqué 4. Et par contre, ils surperforment un petit peu défensivement. Donc en fait, la surperformance ou superperformance offensive, ça dépend du réalisme en gros souvent de tes attaquants. Soit c'est que tes attaquants, ils ont marqué, tes joueurs ont manqué beaucoup devant le but, soit que c'est les gardiens adverses que tu as affrontés qui étaient un peu en état de grâce. Et au niveau défensif, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que si tu surperformes défensivement, ça peut être que soit les adversaires ont manqué de réalisme face au but, soit ton gardien était en très grande forme. Voilà, au global, c'est un petit peu ça pour résumer simplement. Et du coup, quand on regarde dans le détail pour Lens, donc on voit du coup qu'ils pourraient être 2e mais qu'ils sont 5e. Et en fait, l'explication est très simple. Ils ont fait match nul contre Monaco, alors que Monaco s'est créé 0,91 XG, donc Monaco aurait dû mettre environ un but, et Lens aurait dû mettre environ 2 buts, et il y a la très très grosse occasion manquée de Wesley Saïd. Donc là, en gros, je crois que c'est Sotoka pour Thomasson, pour Saïd, quelque chose comme ça, mais il y a une activité de ce côté-là, et Saïd qui reprend un ballon, je crois il touche la barre, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle de la situation, et effectivement, elle a un XG de 0,64, ce qui est assez énorme en football. Ça veut dire qu'il y a 64% du temps, les joueurs qui ont la même occasion marquent le but, et pour vous dire, déjà quand on est autour de 0,35, c'est déjà grand. Donc là, on est autour de 0,64, c'est vraiment une occasion énorme, et du coup, Lens a sous-performé. Et quand on regarde dans les stats, ce que je vous disais tout à l'heure, si on rejoue 1000 fois le match, en gros, Lens le gagne 680 fois, il y a 210 matchs nuls et 111 victoires de Monaco. En gros, c'est mathématique, mais c'est pour... À la fin de saison, ça prend tout son sens parce qu'on voit les équipes qui ont sur- ou sous-performé. Et c'est pratique pour anticiper sur la saison prochaine pour plein de choses.
Je vous donne un exemple tout bête, je sais plus quelle saison exactement, ça devait être en 2010-2011, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Newcastle ou Everton ou Newcastle, enfin bon, c'est pour l'exemple dans tous les cas, mais une de ces équipes-là finit, je crois, top 5 de PL. Et en fait, ils finissent top 5 de PL, pas parce que l'entraîneur est un génie, mais parce que les attaquants, les joueurs ont beaucoup surperformé offensivement, même défensivement, ils ont eu beaucoup de réussite. Et du coup, le club prolonge l'entraîneur en pensant être tombé sur un génie. Et la saison d'après, ils font genre 16e, parce qu'en fait, ils avaient ils avaient eu beaucoup de réussite et c'est pas vraiment grâce à l'entraîneur qui est un génie, quoi. Donc Marseille, voilà, qui sont plus ou moins sur leur place. Il y a un peu de sous-performance défensive. Monaco, Lille, bon, c'est pas choquant, voilà, sur les places. Le Havre, ils doivent être 6e là, 7e en vrai. Nantes, on a la première, quand même, qui sont 3e, mais qui en réalité devrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, devrait être. Non, c'est pas un classement au mérite, c'est pourrait être à peu près 7e. Et eux, pour le coup, ils surperforment offensivement et défensivement. Donc, Alban Lafont qui a fait des matchs plutôt intéressants. Et leurs attaquants qui ont su marquer des buts compliqués. Et à l'inverse, Toulouse qui sous-performe dans les deux surfaces. Donc, ils auraient pu marquer plus et ils auraient pu encaisser moins que ça. Donc, Toulouse 15e au classement réel et il pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a aussi Auxerre qui est quand même en sous-performance dans les deux surfaces, on le voit là. Donc voilà, c'est vraiment simple à voir, hein, vous regardez, vous voyez là, surperformance, etc., les choses comme ça. Par exemple, si on regarde Nice, du coup, par exemple, je sais pas, contre Angers. Donc contre Angers, bah voilà, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. Ils en ont manqué beaucoup d'ailleurs. Et après, alors c'est toujours intéressant après d'aller regarder au détail match par match. Voilà, là contre Auxerre, Auxerre a vraiment surdominé. Nice a pas réussi à se créer énormément d'occasions et finalement voilà, Auxerre avait si on rejouait 1000 fois le match, Auxerre le gagnait 900 fois. Donc la victoire est plutôt méritée. Mais voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment pourrait être le classement sans sur- ou sous-performance individuelle. C'est toujours intéressant. Et Saint-Etienne, ça bouge pas dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est pour faire un premier point là-dessus. Après, pour aller dans les statistiques un petit peu plus avancées, donc là on se retrouve sur SofaScore, on va aller voir les grandes chances. Donc grandes chances, ce sont les grosses occasions de but que se sont créées les équipes. Donc un but n'est pas forcément une grosse occasion. Une grosse occasion de but, c'est une opportunité simple et claire de marquer, ce que les gens appellent un peu des tap-in. Et en réalité, c'est ce qu'un entraîneur va chercher à générer. L'entraîneur, il va chercher à générer des circuits de passe, des circuits de jeu, donc qui amènent des grandes situations. Parce que l'idée, c'est de mettre ses attaquants en situation optimale de marquer. C'est pas que ces attaquants, ils doivent toujours marquer des reprises de volée compliquées ou des buts à 30 mètres. Non, tu vas essayer de faire en sorte que ton équipe soit offensivement pertinente. Donc là, Paris, surdominance totale, 22 grosses occasions de but, occasions claires, le double du deuxième, donc l'OM, qui fait aussi un début de saison intéressant. Mais pour le coup, l'OM, il y a beaucoup de réalisme. Il marque des buts en première intention, des buts assez compliqués. On l'avait avec Greenwood, etc. Lens aussi, qui fait partie des 3 équipes du coup qui sont générées le plus d'occasions. Et après, on a Lyon, Strasbourg, Monaco, Lille, voilà. Dernier Saint-Etienne. Les bons derniers, les mauvais élèves. Nantes, Stade Brestois, etc. Et quand on regarde les grandes occasions manquées, donc sur ces occasions-là, combien ils en ont manqué? Paris en a manqué à peu près 50%. Lens, 7. Donc 7 sur 10. Lens a manqué 70% de ses occasions claires de but. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Lens qui pourrait être deuxième du championnat, mais qui a sous-performé offensivement. Et puis après, on a quoi? On a Marseille qu'on a manqué 6 sur les 11, mais du coup, ils ont réussi quand même à marquer des buts parce que ils ont manqué des occasions simples, mais ils ont marqué des buts compliqués. Monaco 6 sur 8, mine de rien, Monaco qui a beaucoup manqué dans ses occasions claires aussi. Lille 6 sur 8 également, ok. Et Lyon 5 sur, je crois, 9, quelque chose comme ça. Nantes 2 sur 2, Nantes 2 sur 4, quelque chose comme ça. Saint-Etienne 2 sur 2, bon voilà, encore bon dernier. Mais ouais, si on regarde même les frappes sur le poteau, Lens plus de frappes sur le poteau, sachant qu'une frappe sur le poteau n'est pas forcément considérée comme une grosse occasion de but, parce que si tu touches le poteau sur une frappe à 30 mètres du but, bah c'était pas une occasion simple.
Donc ça se trouve, il y a des frappes sur le poteau qui se rajoutent aux grosses occasions de but de Lens. Donc voilà, sous-performance offensive sur le début de saison. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? En fait, on peut se dire que Lens a le potentiel, après là ça fait 3 matchs, donc c'est un peu faible, mais pour peut-être au fil de la saison remonter. S'il s'améliore devant le but, et voilà, d'autres équipes aussi, les équipes qui sous-performent, même les équipes qui sous-performent défensivement comme Montpellier qui a encaissé trop de buts, donc si le gardien arrive à revenir en forme, etc. Et inversement, les équipes qui surperforment auront peut-être du mal à tenir toute la saison comme ça, parce que c'est dur de tenir toute une saison en surperformant. On peut aller voir autre chose aussi, donc là on est sur FOTMOB, au niveau des possessions remportées dans le dernier tiers. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand une équipe récupère le ballon dans les 30 mètres de l'adversaire, donc c'est un indicateur de pressing. Alors juste attention, quand on dit récupérer le ballon, c'est un ballon qui est dans les pieds d'aucune des deux équipes. Donc un second ballon, un mauvais contrôle adverse, etc. En fait, tu récupères la possession du ballon, mais tu le prends pas dans les pieds de l'adversaire. C'est dommage que ça ne soit pas compté, mais il n'y a pas vraiment de site qui compte ça. C'est un peu bizarre, mais ça reste un indicateur de pressing. Et Lille, ils sont premiers de Ligue 1 à 6,7. Et pour vous donner une idée, les meilleurs depuis que la statistique existe, c'était l'OM de Tudor en 2022-2023, ils étaient à 6. Donc voilà, à voir si Lille va tenir 6,7 toute la saison, je ne pense pas, c'est très dur. Déjà quand tu es autour de 6, c'est énorme, c'est du standing de Liverpool, le Bayern, etc. On a Lyon juste derrière. Alors Lyon, on peut se dire qu'il y a une volonté de pressing, etc. Mais il faut aussi prendre en compte que Lyon a beaucoup dû remonter des scores. Et forcément, quand tu es souvent en situation où tu dois remonter des scores, tu vas mettre plus d'intensité. Monaco, donc Monaco qui est une équipe très habituée de ces standards-là. Donc en fait, que ce soit Monaco, Lille, Lens, c'est des équipes très habituées de la récupération haute, du pressing sur les dernières saisons. On a Rennes, Brest, Paris, Saint-Germain. Comme quoi, c'est marrant, ça interroge un peu nos clichés. On se dit Luis Enrique Ball, etc. Bah non, Paris récupère pas tant de ballons hauts que ça. Enfin, voilà, il y a des équipes qui font plus. Sachant que par exemple l'année dernière, alors que voilà, le jeu du PSG était décrié, l'année dernière, ils récupéraient plus de ballons. Le jeu était décrié. Disons qu'ils étaient en rodage, ils récupéraient plus de ballons l'année dernière, et je pense que même l'année d'avant, 5,2, 4,7, même l'année d'avant, donc sous Galtier de mémoire, ils récupéraient plus de ballons hauts. Après, on a Reims, Angers, et on va avoir Le Havre, Toulouse, Saint-Etienne, le bonnet d'âne. Hein. Marseille, donc pareil, De Zerbi Ball, etc. Il y a des gens qui psychologiquement vont penser que du coup l'équipe est plus protagoniste sans ballon, va plus presser, parce que De Zerbi est vu comme un coach moderne, mais c'est pas que c'est pas dans ses préceptes, parce qu'il aime bien l'intensité, mais c'est qu'on va voir après, il y a une manière de faire les choses, mais du coup, voilà, Le Havre récupère plus de ballons hauts que Marseille. Donc ça, c'était pour tout ce qui touche à ça, et on va pouvoir compléter avec ce qu'on appelle le PPDA, donc c'est pas Patrick Poivre d'Arvor, c'est en fait, pour vous faire simple, les adversaires de Saint-Etienne ont le temps de faire 8,5 passes en moyenne dans leur propre camp, à l'adversaire. Donc là, camp de Saint-Etienne, camp de l'adversaire, 8,5 passes en moyenne dans leur propre camp, l'adversaire, avant qu'un joueur de Saint-Etienne essaye de récupérer le ballon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un marqueur de volonté de pressing. Pas un marqueur de réussite. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à le récupérer. Et d'ailleurs, hop, voilà. Donc ils n'arrivent pas tant que ça. Mais, en tout cas, il y a la volonté de le faire. Pareil, Saint-Etienne, pourquoi? Je pense parce qu'ils sont souvent menés. Lyon, deuxième, c'est pas un hasard non plus. Et comme je vous le disais, Monaco, Lille, Lens, ça va être des équipes qui sont habituées d'être dans les meilleurs de ce classement-là, parce que c'est des équipes qui mettent beaucoup d'intensité dans le camp adverse. Et voilà, on retrouve Paris, qui n'est pas tant bien placé. Ils sont même pas dans le premier tiers de Ligue 1. Il y a Nice devant, Rennes, Lens, etc. Voilà, aussi parce que Paris, je pense, boucle vite les rencontres, marque beaucoup de buts, et du coup, tu vas avoir forcément moins d'envie d'aller presser l'adversaire et mettre le bouillon. Et vous pouvez voir que Marseille, ils sont avant-derniers. Ça veut dire qu'un adversaire de Marseille a le temps en moyenne de faire presque 18 passes dans son camp avant qu'un Marseillais essaye de lui récupérer le ballon. Donc, qu'il y a une grande passivité défensive, du moins dans le camp adverse, parce qu'on va voir après. On va même voir tout de suite. Intensité des challenges. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, donc intensité des challenges, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire que Monaco, par exemple, fait 7,1 actions défensives, donc on va dire tentative de récupérer la possession, hein, plus ou moins, en gros, par minute de possession adverse. Donc quand tu affrontes Monaco, sur une minute où tu auras le ballon, tu vas devoir subir 7,1
une action défensive adverse. Donc c'est un marqueur d'intensité plus global, pas forcément dans le pressing haut, mais dans le pressing tout court, dans le fait de ne pas laisser l'adversaire jouer au global sur un match. Donc on a Lyon et Saint-Etienne juste derrière, sans doute pour les raisons que je vous ai évoquées, ils doivent souvent remonter des scores, donc ils vont devoir mettre l'intensité. Et puis Lens, et du coup Marseille. Marseille qu'on a retrouvé pourtant dans les derniers en récupération haute, dans les derniers en intensité dans le camp adverse, mais en l'intensité globale, Marseille est au même niveau que Paris, et du coup ils sont dans le premier tiers de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Que du coup Marseille, ils vont pas forcément essayer de récupérer la possession dans le camp adverse, mais une fois que tu arrives dans le camp de Marseille, et c'est un peu le 2 ball, c'est ça, c'est en fait, une fois que tu arrives, on va essayer de te prendre au piège, tu vas arriver dans le camp marseillais, et là, tout le monde va essayer de se ruer un peu sur toi, de pas te laisser avancer facilement, pour récupérer le ballon et vite partir en contre, vite attaquer les espaces, etc. Donc Marseille, avec ballon, quand ils sont à la relance, on va forcer l'adversaire, on va essayer de le forcer à nous presser, et à vouloir récupérer le ballon pour pouvoir aspirer le pressing et attaquer les espaces. Et sans ballon, ça va être un petit peu une énergie similaire, c'est-à-dire que une fois que l'adversaire est dans notre camp, on va essayer de le piéger, vite récupérer le ballon et attaquer les espaces. Et puis voilà, on a Lille plus bas, du coup sur l'intensité générale, Rennes, Auxerre, Angers, etc., Le Havre, Reims, voilà. Et un truc qui pourrait être intéressant aussi dans la construction, c'est avec le PPDA Against. Donc je vous ai expliqué ce que c'est le PPDA tout à l'heure. Donc dans le camp adverse, le nombre de passes que l'équipe a le temps de faire avant que tu tentes de récupérer le ballon, avant que tu tentes une intervention défensive. Et là, le PPDA Against, ça va être inversé, c'est-à-dire que Marseille a le temps de faire en moyenne environ 19 passes avant, donc dans son propre camp, avant qu'un adversaire n'essaye de récupérer le ballon. Pourquoi ? Parce qu'on sait que voilà, De Zerbi veut que tu essayes de récupérer le ballon, veut aspirer le pressing adverse pour pouvoir un peu te fusiller en contre, et du coup les équipes vont voilà. Souvent les équipes qui sont le plus haut là-dedans, c'est les équipes contre lesquelles tu as un petit peu soit peur de presser, soit du mal à presser tout simplement, qui vont être très fortes techniquement à la relance, etc. Donc c'est intéressant de voir Auxerre, Montpellier, assez haut, voilà. Il y a Monaco là, Saint-Etienne, et puis Reims bon dernier. Donc Reims, on l'a vu depuis tout à l'heure, c'est pas terrible non plus, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on a fait le tour de quasiment toutes les statistiques intéressantes. Je voulais terminer la vidéo avec ce graphique que j'ai posté il y a pas longtemps là sur mon Twitter, attaque et protection de la surface en Ligue 1, que je trouve intéressant. En réalité, si vous voulez, donc la ligne là horizontale, ça va être les ballons que touche l'équipe dans la surface adverse par match en moyenne. Donc en gros, Lille touche plus de 30 ballons par match en moyenne dans la surface de l'adversaire. Paris, ils sont 2e, Monaco, Lyon à peu près 3e, Rennes, voilà, dans ces eaux-là, enfin, le top 5, c'est ça. Donc sur le nombre de ballons touchés dans la surface adverse par match, donc la capacité à attaquer la surface de l'adversaire, du coup on voit que Marseille, ils sont 6e. Et plus une équipe est haute, mieux elle protège sa surface. Ça veut dire moins elle subit de touches dans sa propre surface par l'adversaire. Donc on voit que les meilleurs, ce sont Marseille, subissent très peu de touches dans leur surface par match. Et après on a Monaco, Lille et Paris, voilà, qui vont être Paris-Lens au coude à coude. Et du coup c'est intéressant parce que si tu te trouves ici, ça veut dire que tu attaques bien la surface adverse, mais que tu défends pas si bien la tienne. Il y a quand même plus d'incursions que sur la moyenne du championnat dans ta surface. Donc Lyon, on voit qu'ils sont catastrophiques là-dedans. Lyon, c'est une équipe assez rodée offensivement, mais on voit défensivement que c'est catastrophique et ça ressort un peu finalement ce qu'on voit depuis le début de saison. Là, c'est des équipes qui sont ont du mal dans les deux cas. Ils ont du mal à protéger leur surface, ils ont du mal à attaquer la surface adverse et on voit que Reims et Saint-Etienne sont bons derniers, donc ça corrobore un peu tout ce qu'on a vu au niveau statistique depuis le début. Angers et Le Havre, bonne protection de leur surface, mais par contre du mal à créer du danger offensivement, pardon. Et là, ce sont les équipes qui arrivent à bien faire dans les deux cas. Et du coup, on voit Brest qui a fait un mauvais début de saison, mais qui pourtant concède pas trop de touches dans sa surface et arrive à en toucher dans la surface adverse. Et du coup, après, c'est intéressant d'aller voir en détail, mais il faudrait regarder Brest et il faudrait voir un peu, parce que c'est bien, mais qu'est-ce que t'en fais? Une fois que tu arrives dans la surface adverse, est-ce que tu te crées des occasions? Et quand on arrive dans ta surface, est-ce que c'est un tir, un but, ou est-ce que tu arrives à gérer ça? Donc voilà l'équipe, un petit peu le tour des statistiques de Ligue 1. On a pu faire le point un petit peu, voir qui surperforme, sous-performe, qui en est où au niveau du pressing, du réalisme. On a oublié les duels. On peut regarder un petit peu
Les duels défensifs, donc ça va être les confrontations en 1 contre 1 contre l'adversaire, les duels à l'épaule, les choses comme ça, mais c'est toujours très intéressant. Parce que l'an dernier, par exemple, c'était les Brestois qui étaient premiers, et on l'avait vu dans la vidéo où j'avais parlé d'eux, mais c'était une équipe qui mettait du cœur, avec beaucoup d'intensité, et c'était dur de faire un match contre Brest, parce qu'ils étaient combatifs, un petit peu comme quand on joue contre l'Atalanta, par exemple. Donc voilà, je vais attendre que ça charge, et on va revenir juste après. Ok, voilà, c'est bon. Donc sur le pourcentage de réussite, on a Strasbourg en première position, et pour le coup Brest qui est énormément redescendu. Si on compare à la saison dernière, donc en espérant que ça mette pas trop de temps à charger, si on compare à la saison dernière, donc Brest était premier. C'est vraiment ce que je vous disais, il y avait Nice derrière, Strasbourg qui était déjà pas trop mal, on avait Marseille, voilà, et on avait Paris qui était en souffrance totale dans les duels, ils souffraient au milieu de terrain, ils avaient vraiment du mal quand il y avait de l'intensité, etc. On voit que Lyon également. Cette saison, c'est Strasbourg qui est en première position, toujours, qui maintient sa position. Brest qui s'est un peu écroulé. Lyon qui fait aussi partie, voilà, qui sont dans le dernier tiers. Paris qui est un petit peu remonté. C'est un peu mieux, mais ça reste compliqué. Voilà, quand il y a beaucoup d'intensité physique en face, ça peut être compliqué, notamment dans l'entrejeu. Et du coup, Strasbourg, ça montre bien ce qu'on a pu voir avec un André Santos, voilà, vraiment en forme, Habib Diarra, etc. Une équipe, voilà, qui met du volume. Nantes, il y a voilà, Chirivella, Lille, tu as Benjamin André, etc. Donc voilà, c'est des équipes qui peuvent mettre voilà, de l'énergie dans les duels. Donc c'est quelque chose d'intéressant à observer. En général, ça trompe pas non plus. Et l'an dernier, on avait vu avec Paris en Ligue des Champions que parfois, ça pouvait être compliqué. Par exemple, face, je crois, au match retour face à Milan, contre Loftus-Cheek, etc. Il s'était vraiment fait trouer. Et au niveau des duels aériens, on va regarder un petit coup, on va jeter un petit coup d'œil aussi. Au niveau des duels aériens, c'est Rennes en première position et c'est belle surprise, Paris en deuxième position, 54% de réussite. Strasbourg juste derrière, donc Strasbourg, si on fait la combinaison duel au sol et duel aérien, équipe très forte dans les duels Strasbourg. Nice, Monaco, Lille, Marseille, Brest. Dans les bons derniers, on a Montpellier, Reims, Saint-Etienne, donc voilà, très compliqué. Lyon, pas terrible non plus, pas dingue dans les duels aériens, il n'y a plus de Jake O'Brien, etc. Paris, ce qu'il faut en dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément cette impression, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des équipes qui n'ont pas forcément de joueurs très forts dans les airs ou qui ont beaucoup de joueurs de petite taille. Ça a pu être le cas avec City dans différentes saisons. J'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais on a pu l'observer, les coups de pied arrêtés, être fort pour défendre les corners, les coups francs, etc. indirects. C'est un exercice. Tu peux avoir une équipe avec des joueurs qui sont pas si grands que ça, mais très bien gérés, tes coups de pied arrêtés défensifs, et c'est vraiment tout un travail, voilà, spécifique. C'est pas pour rien qu'il y a des entraîneurs exprès pour ça. Donc voilà, à Paris, c'est pas si mal dans les airs au global, mais une fois qu'on est sur coups de pied arrêtés défensifs à gérer, c'est une autre paire de manches. Donc voilà l'équipe. Voilà, on a un petit peu fini de faire le tour de toutes les stats au global pour pouvoir faire un premier point, avoir un premier avis général sur les tendances qui se dressent. Voilà. Encore une fois, il n'y a eu que 3 matchs. Il y a des équipes qui ont eu beaucoup plus d'adversaires faciles que d'autres, etc. Donc, il n'y a pas de conclusion hâtive à donner, mais c'était intéressant de pouvoir discuter de ça ensemble. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu. Et puis je vous dis à bientôt l'équipe, je vous laisse. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, parce qu'on va faire des lives en général, ça va être sans doute le lundi et le jeudi. Donc n'hésitez pas à me suivre dans cette nouvelle aventure si vous en avez envie. Et puis voilà, comme je vous disais, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.